Pietro, C'est bon, tout est prêt. Je vais lancer voilà. l'enregistrement. Lionel, Mm. quand tu veux. Et puis tu peux présenter Lionel, Oui, bien sûr. Pietro. Lionel C'est- est co-superviseur de notre équipe au Cameroun. C'est vraiment un vétéran de notre projet. Il travaille avec nous depuis 2018, quand on a fait notre première enquête dans ce pays. Il prend la place, j'ose dire héroïquement, du professeur Sokpa, qui est l'autre co-superviseur et qui a eu un empêchement aujourd'hui, qui était censé, avait préparé une présentation et tout, mais qui était censé intervenir, mais qui n'a pas pu nous rejoindre. Et donc, voilà, un grand merci à Lionel qui collabore, qui est anthropologue et collabore avec les professeurs Sokpa à l'université de Yaoundé, au département d'anthropologie. Et en plus, ils travaillent dans un centre de recherche, le CASSRT, qui est basé lui aussi à Yaoundé. C'est Lionel que je pense qu'il va vous décrire un peu. Nous venons enfin, l'enquête au Cameroun n'est pas encore terminée. On a travaillé naturellement sur l'élection qui a eu lieu à la fin de 2025, mais comme un peu en cohérence, si vous voulez, avec notre approche électorale, nos enquêtes, quand on travaille avec l'État, s'étalent sur une période un peu plus longue, euh, environ, normalement, c'est autour de 2 mois avant et après, un mois avant et un mois après la date de l'élection. Au Cameroun, il y a eu des retards. On attend, c'est un élément de suspense là, que le gouvernement soit définitivement nommé. Euh, c'est une démarche qui est importante, une étape qui est importante dans cette élection, car nous allons le voir, je pense, avec Lionel aussi, mais c'est une élection bon, le Cameroun, comme vous le savez sûrement, est un pays qui ne connaît pas l'alternance politique depuis plus de 4 décennies, gouverné par Paul Biya depuis 40, 40, presque, non, plus de 40 ans, alors je sais plus exactement combien d'années, mais une période très très longue. Et, Paul Biya a 92 ans. Cette élection vient de lui assigner un nouveau mandat de 7 ans. Donc, théoriquement, il devrait rester au pouvoir jusqu'à l'âge de 99 ans. Cette élection a été un peu caractérisée par un mouvement dans son entourage qui se prépare un peu à construire cette succession qui va vraisemblablement peut-être avoir lieu avant la fin de son mandat. Et donc, c'est très important, il est très important d'influencer, de voir comment est composé le gouvernement, c'est-à-dire qui va être le vice-président, etc. Parce que c'est évident que selon la composition, la succession pourrait se dérouler d'une manière ou de l'autre. Moi, j'explique comme ça un peu cette longue durée, ce suspense dans lequel on a laissé les Camerounais pendant assez longtemps pour connaître la composition du gouvernement. Donc voilà, mais je laisse la parole à Lionel qui va nous parler. Alors, Lionel est co-superviseur, mais il a fait aussi le travail de chercheur sur le terrain. Donc aujourd'hui, il va nous parler évidemment nous encadrer un peu, j'imagine, hein, parce qu'on n'a pas eu trop le temps naturellement de discuter de sa présentation, mais encadrer un peu la situation au Cameroun depuis un certain temps, et puis aussi nous décrire un peu son travail à lui, c'est-à-dire les endroits où il est parti travailler, qu'est-ce qu'il a repéré sur le terrain. Merci Lionel, je te laisse la parole et merci d'être avec nous. Ok. Merci Pietro et merci à tout le monde. Donc, comme Pietro l'a rappelé, je, je représente un peu l'équipe du Cameroun aujourd'hui pour la présentation, le professeur étant empêché. Donc, nous avons intitulé notre présentation Une analyse à partir des élections passées, présidentielles 2018, législatives 2020 et récentes, présidentielles 2025. Pourquoi? Parce que c'est la même intrigue qui continue en substrat pendant toutes ces élections. Ce sont les mêmes logiques qui sont observées et qui vont concourir aux résultats que nous observons aujourd'hui et à la préparation d'une future transition et l'implication de ceux que nous avons appelés en 2025 les enfants du zombie. Donc, c'est une suite successive entre ces différentes élections. Donc, ce que diapo.
Pietro, c'est toi qui fais passer les diapos, hein. Oui, oui, je sais, excusez-moi, je ne trouve pas le bouton pour les passer d'une l'une à l'autre. Euh, Est-ce que tu peux passer en mode diaporama? oui, oui, oui. Oui, sauf que après, je vais vous perdre, je vais plus vous voir. Je vais essayer. Ta-ta. Ok, vous voyez toujours la présentation. Voilà. Ouais, c'est bon. Là, Là, je c'est suis bon. Ouais. passé à la diapo suivante. Ok, très bien. Voilà. Donc, en introduction, disons que depuis 2018, les élections au Cameroun s'inscrivent dans une dynamique de zombification du pouvoir, caractérisée par la longévité extrême du leader, qui, on l'a dit tout à l'heure, Paul Biya en 2025, il était à 43 ans au pouvoir. Et ces élections également sont caractérisées par la marchandisation du vote et l'affaiblissement des alternatives politiques, notamment certains partis d'opposition et certains leaders d'opposition qui sont affaiblis. Et on verra cela notamment à travers le processus des choix des candidats au domaine de sélection ou de rétention des candidats pour l'élection 2025. En 2018, le système se maintient par l'achat du consentement, l'appel symbolique au vieux père, ce que nous appelons les motions de soutien qui viennent de toutes parts pour dire les enseignants appellent Paul Biya à se représenter, c'est-à-dire on montre que ce n'est pas Paul Biya qui veut se représenter, il se maintient parce qu'on fait appel à lui. Il y a les enseignants qui font des motions de soutien, il y a, je ne sais pas, les élites de telle région qui font la motion de soutien, il y a tel groupe de spécialistes ou de travailleurs sociaux qui font la motion de soutien pour appeler à la représentation ou à la candidature de Paul Biya. Également la fragmentation d'une opposition qui est peu cohésive. Parce qu'en 2018, tout le monde pense que les candidats qui sont en présence, notamment Maurice Kamto, Cabral Libi, Joshua Oshi, pour citer ceux qui étaient les plus connus, on pense qu'il va y avoir une sorte de coalition de l'opposition. Et malheureusement, on se retrouve avec une opposition complètement fragmentée qui n'arrive pas à discuter, qui n'arrive pas à trouver un terrain d'entente pour aller concurrencer Paul Biya. Les législatives de 2020 confirment également l'hégémonie du parti au pouvoir à travers le contrôle des élites et la logique du village électoral où chaque élite doit gagner l'élection législative dans son pays, c'est-à-dire dans son village. C'est-à-dire une logique qui était observée pendant les élections présidentielles où chaque élite rentre au village pour faire la campagne pour Paul Biya. C'est encore d'actualité même en 2025. Mais en 2020, pendant les législatives, chaque élite avait l'obligation que le RDPC gagne dans sa localité d'origine. Ce qui fait que la lutte était encore plus féroce parce qu'il y a des partis d'opposition qui avaient un peu, comme on va dire, des petits greniers électoraux où ils sont régulièrement votés. On peut prendre par exemple le Nozo, où on savait que c'était acquis au SDF. On peut prendre le département du Noun, où on sait que c'est l'UDP, Tadamou Damdjoya, qui est toujours majoritaire dans ces lieux-là. Et également dans la Sanada maritime, où était originaire Cabral Dibi, où on sait qu'il avait beaucoup de soutien et qu'il pouvait ravir beaucoup d'électeurs. En 2025, la zombification, nous on parle maintenant de la zombification du leader lui-même, où son pouvoir repose désormais sur ses relais. Lui-même, il est complètement absent comme d'habitude. Son pouvoir repose sur ses relais, ce que nous avons catégorisé par les enfants du zombie, chargés de convertir des formes d'obéissance sociale, tandis qu'émerge une opposition du ventre, oscillant entre coopération, cooptation, négociation et contestation. Pourquoi? Parce qu'on a constaté également pendant ces élections qu'il y a des candidats, par exemple, qui ont dit, je sais que je suis troisième, mais quand on lui demande qui est le premier, il ne peut pas dire qui est le premier, il ne peut pas dire qui est le deuxième, mais il dit, je sais que je suis troisième. Et on a constaté également des démissions au sein des partis d'opposition pour rejoindre le parti au pouvoir. Ça, on le verra pendant le déroulement des élections de 2025. On a également constaté des partis d'opposition qui reconnaissent la victoire du président sortant, qui était Paul Biya, tandis que d'autres partis d'opposition profitent l'hypothèse de cette victoire-là et soutiennent plutôt euh, Issa Chiroma, qui est aujourd'hui en exil. Et en somme, au fil des scrutins, le vote devient moins un choix démocratique qu'un rituel de reposition du pouvoir. C'est-à-dire, c'est le vote au Cameroun, au fil des élections dont nous venons de faire un peu des résumés. Il ne s'agit plus de choisir
quelqu'un, mais il s'agit de reproduire le pouvoir, de reproduire le pouvoir de qui? De reproduire le pouvoir du zombie, de reproduire le pouvoir du zombie. Diapo, Pietro. Donc, pour cela, nous avons C'est passé essayé de long. faire un cadre analytique général pour comprendre la zombification du pouvoir qui s'articule notamment autour des différentes intrigues que nous avons mobilisées pendant ces différentes élections. Je dis que la zombification du pouvoir désigne un mode de gouvernance marqué par la longévité extrême du leadership, la ritualisation du vote et la reproduction du pouvoir en l'absence d'une légitimité démocratique renouvelée. En l'absence d'une légitimité démocratique renouvelée. Dans ce système, l'élection fonctionne non comme un mécanisme de choix, que comme un rituel de confirmation, fondé sur la conversion de différentes formes d'obéissance matérielle, argent, don, promesse et végétisme, institutionnel, élite administrative, autorité traditionnelle, appareil de l'État et symbolique figure du leader, discours de paix, de peur, du chaos. Sur le plan matériel, on a constaté par exemple pendant les différentes élections qui ont eu lieu au Cameroun, que ce soit en 2018, je pense qu'on avait fait une très belle vidéo là-dessus pour voir comment le vote était marchandé. Chaque fois que quelqu'un sort d'un bureau de vote, il reçoit un billet de 1000 francs, 2000 ou 10 000. Et également des dons, des pagnes, la force de l'expérience. Tout le monde avait le pagne de la force de l'expérience. Et les promesses électorales, ça c'est le septennat des jeunes, on va faire cela. Et à la fin, rien ne s'est passé. Et également, les formes d'obéissance institutionnelle où on a constaté que les élites administratives se positionnent pour avoir des postes, et également les autorités traditionnelles. À la suite des élections de 2018, il y a eu les sénateurs qui ont suivi et plusieurs autorités traditionnelles qui ont été actives pendant la campagne électorale et pendant le processus. Parce qu'être actif pendant la campagne et le processus au Cameroun, c'est mettre tout en œuvre pour que le président soit gagnant dans sa circonscription ou dans sa localité. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait, que ce soit en termes de manipulation des procès-verbaux, restriction d'accès au bureau pour les partis d'opposition, pour que le président soit vainqueur. Ces autorités ont été nommées comme des sénateurs, comme des présidents des conseils régionaux. Bref, ils ont eu des récompenses. Et la méthodologie mobilisée pour cette enquête-là, ou du moins pour ces analyses-là, combinait des observations de terrain, des entretiens avec les populations et une analyse visuelle et documentaire permettant de saisir les écarts entre les normes électorales affichées et les pratiques effectives. Cette grille de lecture éclaire donc la continuité du système électoral camerounais et ses mutations entre 2018 et 2025. Diapo. Diapo. Pour, pour Ah oui, avancer, que j'ai nous avons changé, mais fait. ça prend un peu de retard. Mais voilà. OK. Vous voyez la C'est suivante. bon, C'est ça, bon. on a, Lionel, on a la bonne diapo. OK, d'accord. Nous avons fait également pour cette présentation un rappel des intrigues électorales entre 2018 et 2025. Donc, les élections au Cameroun en 2018-2025 s'inscrivent dans une continuité systémique, marquée par la reproduction du pouvoir et l'adaptation progressive de ces mécanismes de domination. En 2018, l'intrigue principale, c'était la zombification du pouvoir associée à la marchandisation du vote et à l'achat du consentement, la candidature ritualisée de Paul Biya, l'appel du vieux père, l'opposition fragmentée et peu crédible et l'instrumentalisation des médias et du contexte international. Pour rappel pour ces derniers aspects, c'est qu'à la fin de l'élection, quand il y a eu la promulgation des résultats, la télévision nationale a présenté lors d'une émission ceux qui étaient considérés comme des représentants ou des observateurs de Transparency International, qui plus tard se sont révélés être de faux observateurs. Ils n'étaient personne d'autre que des amis des membres du gouvernement parce que c'était des Occidentaux, on les a présentés à la télévision nationale comme étant des observateurs de Transparency International qui
dont le représentant disait clairement que les élections se sont déroulées de manière très crédible, de manière très claire. C'était une victoire claire et sans bavure pour rappeler les termes du parti au pouvoir. Mais plus tard, on a constaté malheureusement qu'il ne s'agissait pas des observateurs de Transparency International, mais qu'il s'agissait juste des personnes comme ça, lambda, qu'on ne connaissait même pas. En 2020, pendant la législative, nous avions la confirmation du système avec des sous-intrigues comme l'hégémonie politique et idéologique du RDPC, la figuration de l'opposition en contexte de multipartie, la logique du village électoral imposé aux élites et l'intensification de l'évergétisme et des promesses politiques. En 2020, par exemple, on a constaté que le RDPC a eu davantage de sièges au niveau des élections législatives, que ce soit au Sénat ou au niveau des municipalités et également au niveau des élections des députés, notamment les zones comme le Nozo, où il y avait plusieurs députés SDF. Il y a eu une réduction des députés SDF. Je pense qu'ils sont passés d'une vingtaine à environ 5 députés après ces élections-là. Et en 2025, nous avons comme principale intrigue la zombification du leader lui-même, avec le pouvoir délégué aux enfants du zombie, la conversion des fonds d'obéissance sociale, l'opposition du ventre, entre parenthèses la cooptation, la négociation et le retournement, et la crise de légitimité ouverte et contestation post-électorale. Diapo. Merci qu'il faut. Dans l'élection présidentielle 2018, l'élection présidentielle 2018 marque l'installation durable du pouvoir zombifié, fondée sur la longévité politique et la opposition symbolique de l'autorité. Et cela se caractérise par la marchandisation du vote, où il y a le rachat des électeurs, les promesses d'emploi et les projets d'infrastructure, les récompenses politiques aux autorités locales. La candidature de Paul Biya, où il y a beaucoup de motions de soutien pour la candidature de Paul Biya qui commence très tôt, avant 2018 même. Les élections étaient en octobre, mais très tôt, à partir de fin 2017, il y a des motions de soutien qui commencent à émerger pour appeler à la candidature de Paul Biya. Il y a des réunions dans les localités, dans les régions, où à la sortie des réunions, les gens font une motion de soutien. On peut aller au village pour faire, je ne sais pas, un funérail. À la fin du funérail, s'il y a deux élites, on rédige une motion de soutien pour dire les populations de tel village appellent à la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2018. Et cet appel-là était souvent marqué par des thèmes comme la paix et la stabilité, où on montrait Paul Biya comme le président de la paix, le président qui incarne la stabilité. Si on choisit un autre président ou un autre candidat, on a l'impression qu'on va plonger dans le chaos. Ça, c'était un peu le discours officiel et le discours de ceux qui faisaient ces motions de soutien. Après, l'opposition affaiblie, fragmentation et le centrisme des leaders et absence de stratégie commune et contraintes financières des jeunes partis. On a constaté, par exemple, en 2018, pendant cette élection-là, que l'opposition n'a pas pu se réunir, se regrouper. L'opposition n'a pas pu se réunir, se regrouper. Les leaders de l'opposition, chacun pensait pouvoir battre le candidat naturel, Paul Biya. Et jusqu'à la dernière minute, les populations ou les électeurs ont appelé les candidats de l'opposition à s'unir. Il y a eu des discussions entre Kanto, Kavra Libi et Espoir Matomba, mais qui au finish se sont soldés par des guerres sur les réseaux sociaux entre les différents camps, l'un des camps accusant l'autre de saboter la coalition de l'opposition et vice-versa. Et comme nous avons évoqué tout à l'heure l'influence médiatique internationale, où, où on a constaté l'implication des acteurs internationaux et même la création, la fabrication, on va dire comme ça, la fabrication de certains acteurs pour légitimer un peu cette élection-là alors qu'il n'y avait rien d'autre. La victoire, d'après les images que nous avons vues en 2018, les vidéos que nous avons pu collecter sur le terrain et ailleurs,
les observations menées même sur les plateformes des réseaux sociaux, on a constaté qu'il y avait eu des fraudes massives et tout. Mais pendant la phase post-électorale, il y a eu il y a eu des fabrications où on voyait des gens qui se présentaient comme représentants de transparency internationale qui disaient que les élections se sont très bien passées. Il n'y a pas lieu de s'alarmer, tout était très clair, le processus démocratique était très transparent et tout. Ça, c'est pour 2018. Et en 2018, le slogan du parti au pouvoir était la force de l'expérience. Et il valorisait la longévité politique comme une ressource en soi, transformant l'âge et la durée au pouvoir en gage de légitimité plutôt qu'en objet de débat démocratique. C'est-à-dire, à partir de 2018, nous avons dit que c'était vraiment l'installation d'un pouvoir judiciaire. Mais le pouvoir conscient que Paul Biya est vieux a transformé cet âge-là ou cette durée, puisqu'en 2018, il était à 35 ans au pouvoir, 36 ans au pouvoir. On a transformé cette durée plutôt comme un avantage pour montrer qu'effectivement, en 36 ans, il a acquis une certaine expérience. Et c'est cette expérience qui va mettre en œuvre maintenant pour transformer le Cameroun, pour développer le pays. Et une fois qu'il a été élu, il a sorti un autre slogan qui était le septennat des grandes opportunités. Dans le septennat 2018-2025 était un septennat des grandes opportunités, notamment pour les jeunes, où on est quitté où on pensait que les jeunes devaient avoir beaucoup d'opportunités, devaient saisir beaucoup d'opportunités, du moins c'est ce qui a été vendu pendant ce septennat-là. Et le système projetait dans l'avenir à travers la continuité du même leadership, en transformant la durée en promesse, sans remise en cause structurelle du système politique, encore moins sans évaluation des grandes réalisations qui avaient ponctué le septennat précédent. Parce que le septennat 2011-2018 était les grandes réalisations. Il y avait beaucoup de projets structurants qui étaient en cours de mise en œuvre, l'autoroute Douala-Yaoundé, le barrage de Nassigal, le barrage de Lompanga et bien d'autres infrastructures. En 2018, on s'attendait à une sorte d'évaluation de ces projets structurants, mais le pouvoir, lui, ils ont dit plutôt non, on ne va pas évaluer, on va plutôt aller vers les opportunités. Il faut saisir les opportunités et tout. Parce qu'en 2011, le septennat de 2007-2011 était basé sur les grandes ambitions. Il y avait une sorte de cohérence entre 2007 et 2018. 2007, on fait les grandes ambitions. 2011, on fait les grandes réalisations, les grandes ambitions. Et en 2018-2025, il y a rupture de cette cohérence et on passe directement aux grandes opportunités. Pourquoi? Parce que tous les grands projets structurants étaient finalement des éléphants blancs qui n'ont pas donné assez de résultats, qui n'ont pas été achevés, qui sont toujours en cours jusqu'à aujourd'hui. La canne a glissé. La canne a glissé parce que les infrastructures pour la canne n'étaient pas prêtes. Et jusqu'aujourd'hui, plus de 5 ans après la fin de la canne au Cameroun, certaines infrastructures qui étaient dédiées à la canne ne sont toujours pas terminées. Donc, l'État a évité ce débat sur le septennat précédent, sur ce qu'ils ont fait pendant le septennat précédent, pour aller vers une autre chose qui était les grandes opportunités. Diapo. Les élections législatives et municipales de 2020 consacrent la consolidation du leadership politique et idéologique du parti au pouvoir dans un contexte de multipartisme largement contrôlé. Pourquoi? Parce qu'en 2018, il y a la création du G20, un ensemble de 20 partis d'opposition qui se réunissent et qui soutiennent le parti au pouvoir. Et pendant les législatives de 2020, il y a une sorte de distribution des postes, ou pas des postes, mais des sièges entre ces partis qui soutiennent le pouvoir ou qui se retrouvent dans la majorité au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et à côté, on a la figuration de l'opposition parce qu'il y a d'autres partis d'opposition qui essayent, qui sont candidats, mais qui ressortent sans avoir même un siège, même dans leur propre localité d'origine. Ils ne parviennent pas à s'imposer face au parti au pouvoir.
Il y a la multiplication des partis sans capacité réelle de contrôle du pouvoir, participation symbolique au jeu électoral. Et la majorité présidentielle, le G20. Il y a l'alignement stratégique des partis alliés autour du RDPC et la neutralisation de la concurrence. Le cas le plus marquant, c'est le PADEL, le parti des gens de Dieu Momo, qui a été candidat aux élections présidentielles en 2011, où il remettait complètement en cause la gestion du pays par Paul Biya, où il montrait que c'était une gestion catastrophique, où il montrait que rien ne va, rien ne marche. Mais en 2018, quand il intègre le G20, il intègre le G20 en 2018, le 4 janvier 2019, il est nommé ministre délégué à la justice, et son parti a quelques sièges au niveau des élections municipales et législatives qui ont lieu en 2020. Et on va voir plus tard qu'en 2025, il bat campagne pour Paul Biya. C'est-à-dire, il y a cet alignement stratégique de ces partis-là autour du RDPC qui combattent plutôt les autres partis d'opposition. C'est-à-dire, c'est une opposition qui combat l'opposition pour à la fin toujours maintenir les zombies au pouvoir. Et du côté des élites, on a ce qu'on appelle les élites et le village électoral, où il y avait cette obligation implicite faite aux ministres, aux directeurs et aux cadres de faire gagner le RDPC dans leur territoire d'origine pour maintenir leur position. Donc ça, on constate aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, les textes prévoient, par exemple, qu'un directeur général a droit à un mandat, je crois, de 9 ans renouvelable une fois. Mais on a des directeurs généraux qui ont déjà fait plus de 20 ans au poste, parce que leur poste va au-delà de la simple fonction et s'inscrit également dans des logiques politiques et dans des logiques d'obéissance sociale, où il transforme sa position en ressources pour conquérir l'électorat, et en retour, cet électorat-là lui permet de continuer à maintenir sa position, c'est-à-dire que ce n'est pas son travail sur le plan professionnel qui lui permet de continuer à être directeur général ou, je ne sais pas, d'être PCA de telle entreprise, de telle autre entreprise. C'est son travail sur le plan politique. Et on constate qu'il y a des influenceurs à partir de 2021-2022 qui ont essayé d'attirer l'attention du public en disant il y a des PCA au Cameroun qui sont PCA depuis une trentaine d'années, des directeurs qui sont là depuis plus de 20 ans qui n'ont jamais bougé, alors que les textes prévoient qu'ils doivent changer après un certain nombre d'années. Parce que dans leur circonscription administrative, ils ont toujours gagné les élections. Le RDPC a toujours gagné. Pour eux, ils ne s'inquiètent pas, ils savent qu'ils seront toujours dans le système. Même si on enlève PCA ici, on va le mettre PCA ailleurs, il n'y a pas de problème. Donc, c'était un peu ça, le village électoral. Si tu perds dans ton village électoral, tu es sûr que tu vas sortir du gouvernement. Et la marchandisation du vote. Il y a également eu, pendant ces élections-là, l'achat des électeurs, les promesses de nomination, les promesses de recrutement, l'inauguration d'infrastructures et les actes d'évergétisme politique. Pourquoi? Parce que les élites, si on regarde, par exemple, dans les données que nous avons en ligne, on n'a pas eu assez de temps pour les consulter avant cette présentation. On va constater, par exemple, le ministre de l'Enseignement supérieur qui promet aux jeunes du Sud Cameroun qu'il y aura des recrutements qu'ils seront recrutés. Il y a des vidéos qui circulent où il dit demain vous serez comme nous. Demain vous serez comme nous. Pour mobiliser la jeunesse, pour dire aujourd'hui c'est nous, mais demain c'est vous. Mais demain c'est toujours eux de toute façon. Et il y a des vidéos comme ça où ils essayent de faire cette promesse-là, de dire on va recruter les gens, on va créer des emplois, on va. Mais ça, une fois que les élections sont passées, on ne voit pas les résultats sur le terrain. Diapo. Voilà. On arrive à l'élection présidentielle de 2025, où j'ai exploité mes propres données de terrain que j'ai collectées dans la région de l'Est, Cameroun, dans trois principales villes, la ville de Bétoua, la ville d'Abomba et la ville de Mindouro. La campagne électorale a été structurée autour de ce qu'on a appelé les enfants du zombie, les héritiers politiques du régime, chargés de réactiver localement une autorité présidentielle absente. Parce qu'il faut le dire, en 2018, Paul Biya, il a fait 7 minutes de discours à Marois. C'était ça sa campagne électorale. En 2025,
Il a également fait la campagne à Maroc. En dehors de Maroc, où il s'y rend, parce qu'il faut également regarder la logique. Le zombie, aujourd'hui, ce n'est pas seulement Paul Biya, c'est également ses amis zombifiés, comme le président de l'Assemblée nationale, qui est président depuis 1972, pardon, il est député depuis 1972 et président de l'Assemblée nationale depuis 1996. Donc, c'est également un zombie. C'est chez lui que Paul Biya part pour battre campagne. Il part chez son ami, il bat campagne, et le reste des grandes villes, il laisse ces grandes villes à ses héritiers, à ses enfants, qui vont se mobiliser pour le reproduire. Donc, ces élites-là, notamment les ministres, à l'Est, nous avions trois ministres. Nous avions le ministre de la fonction publique, lui Joseph Lee, qui était président régional de la campagne du RDPC. Nous avons Oswald Babouki, qui est le secrétaire général adjoint de la présidente de la République. Et nous avons le premier ministre, Dion Bouté, qui est originaire du Sud-Ouest, mais qui a participé à 2 meetings dans la région de l'Est. Et la campagne électorale a été marquée par quoi? Par une mobilisation des ressources matérielles et une distribution outrageuse d'accessoires, ce qu'on appelle les accessoires de campagne, c'est-à-dire les pagnes, les gadgets, les promesses. En 2018, c'était les pagnes, c'était ce qui était plus visible, c'était les pagnes, oui. Mais cette année, en 2025, on a constaté qu'il y a même des garnitures à l'effigie du RDPC. Il y a même des garnitures qui ont été distribuées à l'effigie du RDPC. Il y a des téléphones, quand vous allumez, ça sort comment dire ça affiche l'image de Paul Biya. Ça affiche l'image de Paul Biya et tout. Également les rituels de loyauté, les meetings, où pendant les meetings, on a les autorités traditionnelles qui viennent, qui s'affichent publiquement en soutien à Paul Biya. On a les communautés halogènes qui ont été rencontrées par le ministre Joseph Lee au niveau de Berthoud et d'Abomban, où il les a rencontrés pour leur expliquer comment est-ce que voter Paul Biya contribue à consolider le vivre ensemble dans la région. Si il ne faut pas que les autres, pour eux, c'est pour ces discours aller dans le sens, il ne faut pas être divisé, il faut s'aligner derrière le président Paul Biya parce que c'est lui qui est le gage de notre vivre ensemble, de notre paix. Si vous vivez en paix dans cette région, parce que les communautés halogènes qu'il a rencontrées, j'ai bien vu, il y avait les Bamileke, il y avait les ressortissants du Nord, il y avait les ressortissants du Nozo et les ressortissants, du littoral. Donc pour lui, si les chefs de ces communautés-là et ces communautés elles-mêmes sont installées durablement dans la région de l'Est et dans les villes de Berthoud et d'Abomban et qu'ils mènent leurs activités de manière paisible depuis des années ou des décennies, c'est parce que Paul Biya, il assure le vivre ensemble, il assure la paix et les liens entre les différentes communautés. Il y a également eu la conversion des formes d'obéissance sociale et économique et nous avons constaté une mobilisation massive comme performance politique et non comme adhésion. Parce qu'il y a plein de jeunes qui viennent qui disent 100% à Paul Biya. Ils disent, oh, on va voter Paul Biya à 100%. Je pense sur la plateforme, il y a ces images-là où il y a des foules, on fait des bancs de foule, on ritualise la campagne électorale, on fait des communications plusieurs jours avant. Vous dites tel jour, on va se réunir à tel endroit. J'étais également dans les groupes du LDPC où on demande aux chefs de sous-section de mobiliser les gens à leur niveau et également au chef de section du RDPC. C'est-à-dire c'était une mobilisation en cascade où chacun a une obligation de résultat. Ça revient un peu à la logique du village électoral où chaque personne dans sa zone de contrôle a l'obligation de mobiliser parce que le Premier ministre va venir pour faire un discours de campagne. Il ne faut pas que pendant le discours de campagne du Premier ministre, que l'espace de campagne soit vide. Il faut qu'on voie que les gens soutiennent Paul Biya à 100%. Il faut qu'on montre que tout le monde est derrière Paul Biya à 100%. Et avant le vote également, pendant les différents meetings dans la région de l'Est, il y avait la présence de Jean de Dieu Momo, le président du PADEL, membre du G20, qui a intégré le gouvernement en 2019.
qui était là pour expliquer comment sa vie, comment la vie de ses soutiens, comment ses militants a changé depuis qu'il est dans le gouvernement. Et que tout cela, c'est grâce à Paul Biya. Tout cela, c'est grâce à Paul Biya. On n'a pas eu le temps d'intégrer les images, les vidéos, mais tout cela va être disponible, est disponible sur la plateforme Electa qui peut être exploitée. Ou un ancien opposant qui vient dire, si aujourd'hui il vit bien, c'est grâce à Paul Biya. C'est grâce à Paul Biya. Voilà. Diapo. Le jour du scrutin, la titré, c'est là rituel démocratique et opacité. Rituel démocratique, pourquoi? Parce on a constaté qu'il y avait des files d'attente et le vote était individuel où les gens allaient voter au niveau des différents bureaux de vote, que ce soit dans les écoles et dans d'autres lieux. Mais seulement au niveau du dépouillement, on a constaté quelques pratiques qui se rapprochent de l'opacité où il y a des centres ou des bureaux de vote où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'éclairage pendant le dépouillement. Il n'y avait pas d'éclairage pendant le dépouillement et les gens se posent, et je me suis posé une question, comment est-ce que les gens font pour savoir si leur vote a été respecté dans ce centre de vote-là ou dans ce bureau de vote-là? Et également, on a reçu des vidéos de soupçons de fraude et de bourrage des urnes qui ont largement circulé sur les réseaux sociaux, impliquant à la fois les représentants de Elecam, les représentants des partis du parti au pouvoir, qui ont essayé de bourrer les urnes dans certaines localités, et même de manipulation des procès-verbaux. Parce qu'après, il faut dire qu'après les élections, Issa Thioma Bakar, qui était pressenti comme l'un des opposants favoris, pas le favori pour gagner l'élection, mais l'un des opposants favoris, il s'est mis à publier les résultats du vote. Il s'est mis à publier les procès-verbaux de certaines grandes villes et de certains départements que lui, il a décidé, il a choisi ces départements-là, il les a considérés comme des départements clés. Pour lui, il pensait que si quelqu'un gagne ces départements, il a gagné le vote. Il s'est mis à publier les résultats. Et sur les réseaux sociaux, il y a comme une sorte de brigade du RDPC qui s'est mise en place avec trois individus très connus qu'on a appelés au Cameroun les trois mousquetaires, Ernest Obama, Renaud Bidjan et Raoul Christophe Dia, tous des anciens de Vision 4, une télévision additionnelle, une télévision très proche du pouvoir, qui se sont mis à faire une contre-publication, à faire des contre-vérifications et à faire également des publications pour montrer que dans tel bureau de vote, c'est le RDPC qui a gagné et non le FSNC, de Issa Chioma, comme Chioma le prétendait dans ses verbaux et tout. Et il y a eu beaucoup de dissonances sur les réseaux sociaux, le camp de l'opposition, soutenu par la plateforme de l'opposition. Et voilà, diapo. Après le vote, après le vote, on a assisté à la répression avant les résultats, à la contestation et enfin à une fracture. La phase post-électorale s'est ouverte sur ce qu'on appelle une crise de légitimité durable. Avant la proclamation des résultats, il y a eu des arrestations ciblées. Il y a eu le président du Maniden, Anissé Ekani, qui a été arrêté. Il y a également eu Ndiokam Tchameni, qui était membre de la plateforme de l'opposition, la plateforme pour le changement, pardon, qui a été également arrêté. Il y a plusieurs représentants du FSNC, le parti de Issa Chiroma, qui ont été arrêtés dans plusieurs villes du Cameroun. Et aussi, on le rappelle pour le regretter que Anissé Ekane est mort en détention quelques semaines après son arrestation. Et avant la publication des résultats également, on a eu des interdictions de manifester. Parce qu'il y a eu des manifestations dans plusieurs grandes villes. Il y a des préfets, des sous-préfets qui ont fait des communiqués pour interdire les manifestations, la circulation des mototaxis. Jusqu'à une certaine heure, il y a eu
à un moment donné, l'interdiction de la vente du carburant dans les bidons. De ceux qui avaient les groupes électrogènes, ils ne pouvaient plus s'approvisionner pour les groupes électrogènes. On a interdit la vente de carburant de cette manière-là. Et il y a également eu un verrouillage sécuritaire à l'intérieur du pays où dans chaque grand carrefour des grandes villes, il y avait la présence massive des forces de défense. Dans certaines villes, un peu plus important que dans d'autres villes, notamment à Darwa, où s'était réfugié Issa Chiroma pendant et après le vote. Il y avait une présence massive des forces de l'ordre, des forces de défense. Il y a eu la revendication de la victoire par Issa Chiroma, qui est aujourd'hui en exil. Il y a eu plusieurs morts. Il y a eu plusieurs morts pendant cette phase de répression post-électorale. Il y a également eu des appels aux villes mortes par Issa Chiroma et la plateforme pour le changement. Il y a également eu des appels à la communauté internationale et aux forces de sécurité pour rester loyales et assurer la victoire du peuple qui n'ont pas été entendus. Et on a également constaté des démissions au sein de certains partis politiques, notamment le PCRN, ou dans certaines régions, notamment les régions septentrionales comme l'Adamawa, où les cadres du PCRN ont démissionné pour rejoindre le parti de Issa Chiroma, et également certains cadres du RDPC. Et à côté de ça, on a assisté à des célébrations officielles dans certaines régions de la victoire de Paul Biya. On a assisté à des remerciements, des lettres de remerciements pour les représentants locaux, les chefs de section et de sous-section du RDPC. Et aujourd'hui, on est dans une coexistence d'un récit officiel de stabilité et d'un contre-récit de victoire confisquée. C'est-à-dire pour les partisans du pouvoir, il y a eu une stabilité, les élections sont bien déroulées, la crise post-électorale a été maîtrisée. Et pour l'opposition, ou bien certains partis d'opposition, c'est la victoire a été confisquée, on a empêché, on n'a pas étudié en profondeur les recours de l'opposition et tout. En conclusion, disons que l'analyse des élections présidentielles de 2025 au Cameroun, c'est sur celle-là que nous appuyons beaucoup pour tirer ces conclusions, à partir de nos missions d'observation menées avant, pendant et après le scrutin dans la région de l'Aix, mais en lumière un processus électoral profondément marqué par des logiques de continuité du pouvoir, de contrôle social et de gestion autoritaire de l'incertitude politique. La campagne a été structurée autour de la figure d'un leader quasi absent, mais symboliquement omniprésent. Parce que pendant plusieurs meetings, la photo de Paul Biya était toujours présente. Elle était bien placée comme quelqu'un qui est visible, ou du moins comme quelqu'un qui est là, mais c'était sa photo qui était présente pendant presque tous les meetings de LDPC. Et donc, ce leader symboliquement omniprésent dont la suivi politique repose sur l'action de ses héritiers et relève locaux mobilisant les ressources matérielles, les promesses et les réseaux communautaires pour produire une obéissance électorale largement performative. Le jour du vote, les dysfonctionnements observés ont sérieusement entamé la crédibilité du scrutin et nourri un sentiment diffus de dépossession du choix populaire. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs Camerounais pensent que cette élection n'a pas été transparente, ou du moins que les résultats d'élection, les résultats de l'élection ne transcrivent pas ce que eux, ils ont fait dans les urnes. Plusieurs Camerounais ont ce sentiment-là aujourd'hui. Parce que lors de la lecture des résultats de 2025, le Conseil constitutionnel n'a pas procédé comme en 2018. En 2018, le Conseil constitutionnel avait procédé bureau de vote par bureau de vote, département par département, jusqu'à arriver au niveau des régions. Et cette année, le Conseil constitutionnel a lu les résultats uniquement des régions. Mais paradoxalement, pendant les publications des résultats par Issa Chiroma, qui publiait les résultats bureau de vote par bureau de vote, département par département et enfin au niveau régional, il y a plusieurs Camerounais sur les réseaux sociaux qui disaient par exemple que oui, effectivement, j'étais dans tel bureau de vote et c'est le résultat qui était dans ce bureau de vote-là. Ici, Issa avait gagné, voici la photo que j'avais prise le jour du scrutin et tout.
Et il y a donc cette division-là où il y a une partie des personnes qui pensent que leur choix n'a pas été respecté. Les résultats ne corroborent pas ce qui s'est passé dans les urnes. Il y a cette déception-là. Et les gens se posent la question, pourquoi allons-nous aller faire les législatives si ce que nous on fait dans les urnes, ça ne compte pas? Et pour continuer, on va dire que la phase post-électorale a confirmé cette crise de légitimité avec une répression préventive des contestations, des arrestations ciblées, des interdictions de manifester et une fermeture temporaire d'espaces publics et universitaires. Parce qu'on a constaté, par exemple, dans les villes de Garoua, où le recteur de l'université Garoua a fermé l'université, a interdit la tenue des cours, ou bien a fait un communiqué pour dire que l'université était fermée pendant cette phase de contestation-là, à cause des manifestations. Et cela révèle plutôt un État plus préoccupé par la maîtrise de l'ordre que par la restauration de la confiance démocratique. Parce qu'une élection où Paul Biya gagne avec 53%, on se retrouve à faire 2, 3 semaines avec des manifestations, des contestations dans presque tout le pays, parce qu'il y a eu des manifestations à Douala, des manifestations à Garoua, à Ngaoundéré, à Yaoundé même, et même à Bafoussam, il y a eu des contestations. Et aussi pour une petite histoire, c'est que les Amazoniens, dans le Nozo, c'est le lieu où les gens ont ont plus le sentiment que l'élection a été le plus truquée. Pourquoi? Parce que le Nozo est une zone contrôlée majoritairement par des forces séparatistes qui s'appellent les Amazoniens. Et dans cette partie du pays, par exemple dans la région du Nord-Ouest, où chaque jour il y a des kidnappings, des enlèvements des autorités locales et des autorités administratives, Paul Biya a été déclaré vainqueur avec 85% des voix et le reste pour l'opposition. Dans cette partie du pays, il a fait des scores soviétiques. Pourtant, on sait que la plupart, une grande partie des populations de ces localités sont en déplacement interne à l'intérieur du pays. On sait qu'il n'y a pas d'électeurs dans certaines parties du pays où il a eu 100%. Mais là, il a quand même eu 100% malgré l'absence d'électeurs. Et quelques semaines, je pense 1 ou 2 semaines après les élections, je crois le préfet de l'un des départements où il a fait 100% dans le Nozo a été enlevé. Et ils ont demandé, je crois, 15 millions ou 10 millions pour le 100% que Paul Biya a eu dans cette partie du pays. Les gens on dit comme il a eu 100% ici, alors nous on demande 10 millions pour les 100% qu'il a eu. Et également, il y a eu des Amazoniens qui ont dit que Paul Biya, il vient de célébrer ses scores soviétiques au Nozo avec nous, puisque c'est ici qu'il a fait les plus grands scores qu'il vient de célébrer. Mais c'est impossible parce que l'armée même n'a pas le contrôle total de ces zones-là. Bon. Dans le même temps, les démissions au sein des partis politiques, y compris au sein du parti au pouvoir, les célébrations officielles contractées avec les récits alternatifs de l'opposition et la revendication de la victoire suivie de l'exil, et ça, ont accentué la polarisation du champ politique. Les tendances électorales proposées par l'opposition, bien que non reconnues institutionnellement, ont contribué à installer durablement le doute sur la sincérité des résultats proclamés. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Issa Chiroma, il a commencé à publier les résultats bien avant la proclamation des résultats officiels. Et il a mis cela sur un drive public où tout le monde peut aller consulter, voir et comparer avec ce qu'ils ont eu dans les bureaux de vote. Il n'a pas fait pour l'ensemble des bureaux de vote, mais il a fait pour certains départements qu'il a considérés c'était des départements diapos. Pour finir, nous disons que l'élection de 2025 s'inscrit dans une configuration où le vote n'est pas seulement un mécanisme de désignation, mais un espace de lutte symbolique entre obéissance, suivi social et aspiration au changement. Obéissance de la part des élections, des électeurs, qui est manipulée par des promesses, des dons en matériel et tout. La suivi social pour les élites qui soutiennent le pouvoir, qui veulent se maintenir et qui veulent se promettre et qui veulent aller à des stades plus élevés. Et l'aspiration au changement pour
les opposants et les populations qui ont voté l'opposition, qui veulent un réel changement, mais qui malheureusement n'arrivent pas encore. La zombification du pouvoir apparaît ainsi comme un mode de gouvernement fondé sur la répétition, la ritualisation et la contrainte, face à une société de plus en plus consciente des limites du système, mais encore fragmentée dans ses capacités de mobilisation collective. Pourquoi nous parlons aujourd'hui d'une société fragmentée dans les capacités de mobilisation collective? Parce que les partis d'opposition en 2025 ont dit qu'il fallait 35 000 spectateurs dans les bureaux de vote. Il fallait 35 000 spectateurs. Ils n'avaient pas les moyens financiers pour avoir les représentants dans tous les 35 000 bureaux de vote. Il fallait juste que la société elle-même, que les électeurs eux-mêmes se mobilisent, s'entendent et s'accordent pour représenter ces partis-là dans les bureaux, différents bureaux de vote, pour empêcher les fraudes et la reproduction du zombie. Mais la société au niveau micro n'a pas pu s'entendre, n'a pas pu créer ces spectateurs-là dans les 35 000 bureaux de vote. Donc, au finish, l'opposition n'a pas des procès-verbaux des 35 000 bureaux de vote. Ils peuvent dire on a gagné dans tel bureau de vote où ils avaient un représentant, mais dans l'autre bureau de vote, on va vous dire, OK, là-bas, il y avait 50% d'absents. Or, ici, 100% des personnes étaient venues voter. Et il y a ces manipulations-là qu'ils ne peuvent pas éviter parce qu'ils ne sont pas présents partout. La population n'a pas eu les capacités, n'a pas pu s'entendre. Et en définitive, cette élection n'a pas clos le cycle politique en cours. Elle a plutôt révélé les tensions structurelles, posant avec acuité la question de l'avenir de la démocratie, de la légitimité de la gouvernance au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette polarisation sociale où les gens, il y a ceux qui ne veulent pas comprendre, parler, qui ne veulent plus parler de politique parce qu'ils ont été tellement déçus par les résultats de cette élection. Parce qu'ils se disent, nous, on a fait quelque chose, on a voté cette année pour le changement. Parce qu'il faut rappeler, contrairement en 2018, où Kanto, qui était arrivé deuxième avec 14% des voix, Issa Chiroma, il a eu 35% des voix de manière officielle cette année. C'est-à-dire, les populations n'ont pas voté pour un programme, parce qu'il faut également le rappeler. Issa Chiroma n'avait pas un programme clair, n'avait pas un programme existant qu'on pouvait consulter, qu'on pouvait voir, on ne pouvait pas savoir pourquoi il voulait devenir président, c'était clair. On lui a posé la question à plusieurs reprises, mais il n'a pas défendu clairement son plan pour le Cameroun. Mais il a été plébiscité officiellement par 35% des Camerounais qui voulaient juste le changement. Ils ne veulent pas savoir dans quel sens il y a ce changement. Ils voulaient juste le changement. Voilà. Donc, merci pour votre attention. S'il y a des questions, je reste à l'écoute. Merci. Merci Lionel, merci. Donc, pour cet exposé où tu as tout fait au pied levé, on a l'impression que tu avais déjà ça sous la main. Merci beaucoup. Donc, c'était très clair. Alors, on peut avoir 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de discussion. Donc, on part des questions de précision. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent qu'on précise des choses? Oui, ben oui, parce que tu n'as pas la voix assez forte là. Et puis, bah, tu te présentes et peut-être tu lui dis que Ah oui. là, vous vous parlerez peut-être après, hein, voilà. Et bonjour monsieur. Je suis en Bonjour. études politiques sur la question démocratique au Cameroun. Et moi j'ai une question parce que vous évoquez la puissance des élites traditionnelles et du retour au village. Donc ma question, ce serait, enfin c'est plutôt une demande de précision sur la question de la politique du ventre et du rôle de l'État tribal dans ces questions électorales. Parce que vous évoquez beaucoup les questions de prédation, de captation des ressources étatiques par certains groupes minoritaires, mais globalement, et plus précisément, en quoi on peut voir l'État tribal agir dans ces mouvements-là. Je ne sais pas si ma question est claire. Ouais. Si lui trouve que c'est clair, c'est bon. Bon, ok. C'est bon. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Précision. Ok. Ah, mais est-ce que tu entends? Non, pas vraiment. Alors, vas-y, déplace-toi. Ah,
Aujourd'hui, ma voix là. Non, elle ne porte pas. Ah. euh, bon, moi, c'est juste une précision que je vais demander par rapport à la longévité dont vous avez parlé du président du Sénat et du président enfin, du Parlement. J'ai pas bien saisi les dates enfin, de prise de fonction et la durée de leur mandat, si on peut appeler ça mandat. Merci. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que sur le public a des questions? Attendez, 2 secondes. Pietro, je vois, il a. OK. Pietro, Moi, je voulais demander à Lionel, euh, donc, il nous a illustré un peu cette tentative et stratégie de Paul Biya et surtout de son entourage de présenter la situation actuelle du Cameroun comme la meilleure possible, et notamment avec un accent sur l'éventuelle descente dans un supposé chaos qui pourrait sévir en cas de défaillance ou voilà, de défaite de Paul Biya et de son parti RDPC. Euh, donc, tu nous as après un peu illustré comment, après le vote, on a pu toucher, enfin, les Camerounais ont pu toucher de leurs mains euh, cet horizon de la descente dans le chaos, présence massive de forces armées dans les rues, arrestations, interdiction de manifester, etc., etc. Avant le vote, à ton avis, quelle était la perception par les Camerounais de cette possible descente dans le chaos? Moi, je pense, euh, hier, je regardais la télé et je regardais des images qui venaient d'Iran où on riposte à cette massive mobilisation populaire qui essaye de mettre en question un peu le régime iranien. Euh, le régime lui-même a organisé une mobilisation massive des gens qui sont passés dans la rue euh, pour, euh, pour soutenir, pour afficher leur soutien au régime. Euh, et voilà, enfin, avec toute une série de slogans et de dynamiques qui sont celles propres de la République islamique iranienne. Euh, ça m'a fait beaucoup penser. Ça, d'un côté, oui, c'est un message qui montre que le régime a des soutiens. Mais c'est clairement aussi un message qui montre aux opposants du régime, regardez que cela, vous voulez, si là vous voulez mettre en question un peu le statu quo, sachez qu'il y a toute cette autre partie du pays qui est prête à se mobiliser, évidemment avec une allusion aussi peut-être un peu directe à une capacité enfin, militaire, voire d'exercice de la violence, etc. Et disons que c'est une. Alors, l'Iran, les élections, voilà, c'est une histoire un peu compliquée, mais c'est quelque chose qui se passe comme un rappel aux citoyens avant une possible confrontation électorale, etc. Je pensais aussi à, quand j'étais enfant, j'étais en Allemagne et et il y a eu la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin, c'était un phénomène qui a vraiment été provoqué par la foule. On voyait à la télé, moi j'étais en Allemagne de l'Ouest, on voyait à la télé des images de Berlin-Est, les rues blindées de personnes. Et donc, c'est au bout d'une semaine, je crois, ou une dizaine de jours de gens qui étaient partout dans les rues de Berlin-Est, évidemment, tout avec un message de opposition au monde, aux élites politiques et aussi de demande de pouvoir passer de l'autre côté du mur, etc., que le mur a effectivement tombé. Donc, moi, je pense que ça, c'est l'un des épisodes qui a vraiment lancé une espèce de sonnette d'alarme pour les hommes politiques un peu partout dans la planète en leur disant, regardez que s'il y a des foules énormes dans votre pays qui restent dans les rues il y a, pendant 10 jours, 15 jours, un mois. Je pense aussi au cas de l'Égypte, par exemple, en 2009, 2010. Euh, S'il y a des situations comme ça qui se produisent, il y a une chute possible à l'horizon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est mobiliser
l'autre camp, comme on a vu là en Iran, etc. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a une dynamique comme quoi on essaie de contrer ce qui pourrait se passer et aussi de montrer la mobilisation massive pour l'opposition montre que voilà, le régime il se tient pas parce que on est tous contraires. Donc même sur les plans de, enfin, on peut dire hein, militaire, etc. S'il y a quelque chose et qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez pas lancer vos 10 000 soldats contre 10 millions de personnes qui sont dans les rues. Ça va pas marcher. Même sur le plan militaire, vous allez être vaincu. Euh, est-ce que donc tout ça, c'est des choses qui montrent un peu Pour une demande de précision, là, oui, pardon, tu perspective d'instabilité, précises etc. vraiment. Donc, Lionel, comment est-ce qu'au Cameroun, avant l'élection, le chaos était présent, Hmm. présentifié aux Camerounais? La possible descente de les chaos était présentifiée pour les Camerounais. Et puis, deuxième question, euh, est-ce qu'on sait quelque chose à propos, enfin, cette histoire de succession, est-ce qu'elle a produit, enfin, on sait quelque chose en plus, comment ça se déroule au sein du RDPC? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un à l'issue de cette élection qui semble avoir un peu être le candidat privilégié pour cette succession? Excusez-moi pour la longueur. Ok. Lionel, alors là, tu essaies de répondre de manière succincte, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Si tu peux, en 5 minutes, donc 3 minutes et demie, répondre. Mais, D'accord. ok, merci. C'est Bon, bien comme on dit, c'est bon. je vais commencer par la question la plus simple à mon avis, sur des- la longévité au pouvoir du président du Sénat et du Parlement. Le président du Sénat, il est député, pardon, le président du Parlement, il est député de 1972, ce qui s'appelle Cavalier Djibril, et il est président de l'Assemblée nationale depuis 1996. Ça, c'est la date de début de son mandat comme président de l'Assemblée nationale. Et le président du Sénat, le Sénat a été matérialisé au Cameroun. Elle était dans la Constitution de 96, mais elle a été mise en œuvre en 2013. Et depuis 2013, Ignat Ndjifendi, qui est président du Sénat, il a 92 ans. Il a 92 ans. Il est président du Sénat depuis 2013. Et il ne participe même pas parfois aux réunions du Sénat parce qu'il est très malade. Il est tout le temps en France pour se soigner. Mais quand il y a élection, il est là sur un fauteuil roulant, il est toujours président du Sénat. Voilà. Aussi, pour enchaîner directement avec la deuxième question, celle de Pietro, avant le vote, quelle était la perception des Camerounais de la possible descente dans le chaos et où il fait un peu le parallélisme avec l'Iran et l'Allemagne des années 80, pendant la guerre froide. Au Cameroun, avant le vote, ce qu'il faut savoir, c'est que les Camerounais la plupart des Camerounais étaient très confiants par rapport à la victoire. Ils étaient très confiants. Il y avait des slogans au niveau des communautés où on disait on va manger la sauce jaune. On va manger la sauce jaune le jour. Parce que c'était un dimanche, on dit on va manger la sauce jaune. La sauce jaune, c'est un peu une symbolique du taro. Le taro se mange avec la sauce jaune. Et là, on dit on va aller manger la sauce jaune. Et la sauce jaune, c'était quoi? C'était le bulletin jaune de Issa Tioma. C'est-à-dire, on va mettre le bulletin jaune dans l'urne. On avait symbolisé cela comme ça, on va manger la sauce jaune. Et du côté de l'État, il y avait ce rappel de la possibilité du chaos, avec notamment le ministre de l'administration qui était là pour la Tangandji, qui a fait une métaphore footballistique en disant, lorsqu'il y a Classico, autant sport de Garoua contre Real de Madrid, on connaît d'avance le score. Il a dit, parce qu'il y avait des gens qui disaient, c'est Issa qui va gagner. Et si Issa ne gagne pas, nous, on va descendre dans la rue. Et lui, pour les prévenir, il a dit, le Classico, il est tellement déséquilibré parce que c'est Real de Madrid, représenté par le RDPC, et Coton Sport de Gawa, représenté par le FNC, CS de Issa Dioma. Donc, pour lui, c'était juste, comment dire, pour lui, c'était une formalité pour le Real de Madrid de gagner l'élection. Ce n'était même pas quelque chose où on allait discuter. C'était une formalité. Et les Camerounais ont dit, OK, puisqu'on nous montre que le Real de Madrid va à tout prix gagner pour ton sport,
nous, on va supporter Coton Sport, nous, on va voter pour Coton Sport. Donc, il y a eu cette conscience-là, mais les gens ont pensé qu'en votant Issa, Issa sortirait vainqueur. Ils avaient dit, si Issa n'est pas vainqueur, on va descendre dans la rue. Et effectivement, quand Issa a été proclamé vaincu, ils sont descendus dans la rue, même avant la proclamation des résultats, lorsqu'ils ont commencé à constater les manigances ou les manipulations faites par le pouvoir et ses soutiens. Alors, c'était un peu ça. Il n'y avait pas de manifestation avant, mais il y avait déjà la préparation des manifestations de l'après-vote. Ou du camp présidentiel, il y avait des menaces, et du camp des opposants ou de ceux qui soutenaient les opposants, il y avait la transformation de ces menaces-là en rhétorique de comédie en parodie, on va dire comme ça, pour montrer que nous, on va tout faire pour que ce mec que vous pensez qu'il ne peut pas, pour qu'il gagne. Au finish, c'est le camp du pouvoir qui a eu raison à la fois dans les urnes et à la fois dans la rue. Et aussi pour la succession au Cameroun est très floue. Elle est très floue parce qu'on se rappelle, je crois, il y a 2, 3 ans, non, pas 2, 3 ans, on se rappelle de la visite de Macron au Paul Biya. C'est comme ça qu'on dit au Cameroun. Il a sorti du placard Franck Biya pour présenter à Macron. Et les gens ont considéré cela un peu comme une sorte de mise en lumière du futur héritier. Et à l'intérieur du camp de Biya même, il y a eu des déchirures où les gens ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui estiment qu'ils ont soutenu le père pendant des années, des décennies, ils l'ont soutenu dans des manigances, dans tout ce qu'il faut pour se maintenir au pouvoir. Et Franck, lui, n'a jamais été présent pour faire ces batailles politiques-là. Donc aujourd'hui, quand le changement, ou du moins quand la succession arrive, on ne va pas aller sortir Franck du placard pour venir succéder. En 2000, en 2023, à partir de 2023, il y a eu ce qu'on a appelé le mouvement des franquistes. Le mouvement des franquistes, c'était un ensemble de jeunes qui sont réunis sous cette appellation-là pour soutenir la candidature de Franck Biya. En 2024, il y a eu l'impression des tracts, des éléments et tout. Et même en début 2025, où on se disait qu'il allait finalement être candidat. Mais finalement, c'était rien du tout. Il n'a pas été candidat. Il n'a même pas été présent pendant la campagne électorale. Dans le camp du parti au pouvoir, on sait qu'il y a le SGPR avec des rumeurs de modification de la Constitution pour imposer un vice-président qui serait remplaçant de Paul Biya, parce qu'au Cameroun, on n'a pas de vice-présidence. En cas de vacances du pouvoir, c'est le président du Sénat. Paul Biya, il a 93 ans, le président du Sénat a 92 ans. Et en cas de vacances du président, si le président du Sénat n'est pas capable, c'est le président de l'Assemblée nationale qui est dément. Il a des démences, c'est clair, qui sera là. Et après, il y a le président du Il y a Conseil Trump économique et social. Voilà. Président du Conseil économique et social qui est mort, qui n'est pas encore remplacé. Donc, la ligne de à succession, mort, du coup. voilà. Non, mais La ligne de- c'est très intéressant. Vas-y, l'état tribal, parce qu'il reste plus beaucoup de temps. voilà. Donc, la succession a resté très floue. Et Ngongo, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il peut pour s'imposer. Et je reviens à la première question de la politique du ventre et de l'état tribal dans les mouvements politiques observés au jour quand même. Effectivement, la politique du ventre a été très observée depuis 2018 et très manifeste, où des candidats à l'élection présidentielle, à 2, 3 jours de l'élection, se reconvertissent d'abord en ce qu'on a appelé le mouvement G20 et que les Camerounais ont qualifié de G20. Donc le G20, ce sont des gens qui sont repositionnés stratégiquement pour avoir des postes. Ils ne sont pas repositionnés stratégiquement parce qu'ils avaient des convictions derrière Paul Biya. Ils sont repositionnés pour avoir quelque chose pour leur pense, pour s'aligner dans ce qu'on appelle la politique du ventre. Et en 2018 également, si on prend le cas par exemple de Cabral Libi, qui avait refusé d'aller présenter les vœux à Paul Biya, estimant qu'on a volé sa victoire, en 2025, il allait présenter les vœux. Je crois non pas en 2025, je crois en 2023, il a refusé d'aller présenter les vœux, estimant que le RDPC, ou du moins le système en place, n'était pas crédible. En 2025, il a reconnu la victoire de Paul Biya. Il a dit qu'il était troisième. Il n'a pas dit qui était le premier, qui était le deuxième. Mais il allait présenter les vœux, ce qui a été analysé comme une sorte d'adhésion ou de repositionnement stratégique de sa part pour espérer un poste de ministre. Parce qu'on se rappelle que le 31 décembre, du discours de Paul Biya,
il a annoncé le gouvernement dans les prochains jours. J'ai fait que tous les opposants, si on prend par exemple Bello Bouba Maïgari, qui depuis après les élections n'avait plus été visible, Mhm. est réapparu après, après le discours du 31 décembre. C'est-à-dire les gens font des positionnements stratégiques pour avoir quelque chose. La politique, souvent, c'est pas qu'ils vont manger, mais c'est pour avoir un poste, pour avoir une main dans la mangeoire, comme on le dit. Et Si tu l'État peux tribal, aller assez vite, puisque nous nous reste, si- on doit sortir. ok. Oui, l'État tribal ici est visible à travers les nominations qui vont suivre justement, par les nominations du président de la République, puisque lui, il nomme ses héritiers. Et ce sont ces héritiers maintenant qui vont venir avec leurs frères du village, qui vont venir avec leurs amis qu'ils ont soutenus pendant la campagne électorale, qui vont venir avec, avec cette tribalisation-là, où on va se retrouver dans des ministères où on parle une langue maternelle, où on parle une langue maternelle unique dans un ministère, parce que c'est le ministère de tel, c'est tel qui est nommé là-bas, il dit avec ses frères, c'est tel directeur qui est venu avec ses frères. Même au niveau des campus universitaires, on va se retrouver avec des gens qui parlent la langue maternelle couramment dans les bureaux, parce qu'ils ont été nommés par tel qui a été nommé par le président de la République. Donc, c'est juste ça. Merci pour vos questions et merci pour tout. Merci beaucoup, Lionel. Merci d'avoir fait ça comme ça, à pied levé. Merci. Donc, il va te contacter, hein, donc, il dira il te contacte de la part d'Electa, comme ça, tu vas l'identifier. OK? Ok. Donc, je vous remercie tous. Donc, on se retrouve la semaine prochaine et puis on va revenir un peu. Bon, si Lionel, tu es là au moins au début, hein, sur peut-être des discussions un peu plus d'ordre méthodologique par rapport à Electa. D'accord. Merci et à bientôt. Merci. Merci à tous. Merci Pietro. Lionel. C'était Et très, très merci tout le monde. intéressant. Merci. Alors, normalement, nous, on fait comme ça. Voilà. Merci. Allez, à bientôt. Au Ben, Pietro, tu mets fin à la réunion.